Effectivement, aujourd'hui, moi, je vais vous poser une question qui peut paraître un peu simple ou un peu bizarre au choix. Qu'est-ce que c'est en fait la couleur? C'est vrai que c'est un peu bizarre parce qu'en fait, depuis qu'on est tout petit, on a appris à utiliser plus ou moins bien les couleurs, ou en tout cas à les reconnaître. Et encore aujourd'hui, on les utilise tous les jours, donc vraiment, les couleurs, elles sont partout. Mais pour autant, est-ce qu'on est capable de dire précisément qu'est-ce que c'est? Alors, on pourrait se dire, on voit souvent les couleurs représentées comme une combinaison de trois couleurs primaires, du rouge, du vert, du bleu. Et quand on les combine, on peut obtenir à peu près toutes les couleurs. On pourrait se dire les couleurs, on peut les définir comme une combinaison particulière de rouge, de vert ou de bleu. Et du coup, j'ai une autre question maintenant. C'est quoi ce vert-là? Ça marche pas, je peux pas définir des couleurs en utilisant une autre couleur. Donc c'est pas suffisant, il va falloir aller un petit peu plus loin pour vraiment comprendre ce que c'est. Après cette grande question, j'ai une autre grande question, celle-là je vais pas vous la poser cette fois. Est-ce qu'on a vraiment besoin de connaître la théorie? Euh, En fait, honnêtement, la plupart du temps, non, c'est pas nécessaire. On peut très bien s'en sortir sans connaître la science derrière les couleurs. Par contre, la science derrière les couleurs, elle va en fait nous permettre d'expliquer et de comprendre certains phénomènes un peu bizarres qu'on peut rencontrer avec les couleurs. Par exemple, sur la roue chromatique, la fameuse roue des couleurs, pourquoi est-ce que ce bleu-là, il a l'air plus foncé que ce jaune-là? En fait, c'est un vrai problème parce que nous, on a besoin d'avoir un contraste suffisant entre, par exemple, le texte et la couleur de fond. Donc là, on va se retrouver à bidouiller les couleurs pour avoir un contraste qui nous va bien. Et plutôt que de bidouiller, on peut aussi essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a ce phénomène et puis est-ce qu'il n'y a pas des meilleures solutions qu'on va pouvoir utiliser. Et dans la catégorie comportement bizarre, j'ai un autre exemple. Ici à droite, j'ai sur Figma, donc logiciel de design, j'ai pris un vert pur 0,255, 0. Et à gauche, j'ai le même vert là que j'ai mis sur une page web en CSS. Et au milieu, j'ai la pipette de couleur de mon Mac. Donc à droite, on mesure bien le vert auquel je m'attends. Mais alors pourquoi, à gauche, c'est pas le même vert? Alors là, on voit pas la différence parce que encodage de la vidéo et le projecteur aussi. Mais je vous assure que sur mon Mac, sur l'écran de mon Mac, je voyais que c'était pas les mêmes verts, quoi. Donc là, encore une fois, on voit que c'est la notation des couleurs. En fait, qu'est-ce qui se cache derrière le 0,255, 0, cette notation des couleurs? Qu'est-ce que ça veut dire précisément? On voit que les deux logiciels, ils n'interprètent pas de la même façon. Donc quand on voit des couleurs différentes sur des écrans différents, on pourrait se dire c'est un problème de calibration, machin, mon écran il est meilleur. Mais là, sur un même écran, on voit que c'est pas les mêmes couleurs alors que j'utilise la même notation. Donc là encore, un comportement bizarre et la science des couleurs va nous permettre d'expliquer, de comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe. Donc là, je vais essayer de déconstruire un petit peu tout ça. On va repartir de la base pour comprendre vraiment qu'est-ce qui se cache derrière les notations qu'on utilise. Je vais commencer par la base. La première grande question, finalement, c'est quoi précisément la couleur? Donc là, je vais parler un petit peu de physique. Je vais simplifier parce qu'on n'a pas besoin d'avoir les détails. Donc la couleur, c'est quoi? La couleur, déjà, c'est de la lumière. Et la lumière, c'est une onde électromagnétique que je vais représenter par une petite vague comme ça. Donc une onde électromagnétique comme les ondes radio ou les rayons X. La différence entre les ondes radio et la lumière visible, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Donc c'est la distance entre deux bosses sur les petites vagues. Et donc cette onde, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrive dans nos yeux, sur la rétine qui est tapissée de petites cellules qui vont capter la lumière. Il y a plusieurs types de petites cellules. Il y a d'abord les bâtonnets qui vont permettre de voir dans le noir quand il n'y a pas trop de lumière. Et ensuite, on a les cônes qui vont nous permettre de distinguer les couleurs quand il y a suffisamment de lumière. Dans les cônes, il y a encore trois catégories, donc qui ne sont absolument pas rouge, vert, bleu en réalité. On les représente comme ça parce que chaque cône va avoir un peu sa spécialité. Chaque cône va être plus sensible à certaines couleurs. Donc là, on a par exemple le cône à gauche qui est plus sensible au bleu, le cône du milieu plutôt sensible au vert, et le cône à droite, alors on le met en rouge, mais en fait c'est plutôt vers le jaune-orange là. Donc voilà, chaque cône va réceptionner un peu une certaine portion de la lumière et l'envoyer au cerveau. Donc en fonction de la longueur d'onde de la lumière, ça va exciter plus ou moins les trois cônes qui vont envoyer les messages électriques au cerveau qui va interpréter ça comme de la couleur. Donc là, on a l'ensemble du spectre de la lumière visible qui va du bleu autour de 400 nanomètres au rouge autour de 700 nanomètres. À droite du rouge, on a du coup les infrarouges. Encore après, il y a les ondes radio. Et puis à gauche du bleu, il y a les ultraviolets. Encore après, les rayons X, les rayons gamma. Et au milieu, il y a la lumière visible. On peut voir quelque chose d'important ici. Si vous regardez le rayon lumineux en haut, là, on voit qu'il a l'air plus lumineux quand les couleurs elles sont au milieu, autour du vert et du jaune. Là. Et ça a l'air beaucoup plus sombre sur les couleurs qui sont sur les côtés. Ça, on le comprend assez facilement quand on regarde la réponse des cônes. Là, on voit que
sur les côtés, c'est un peu les frontières du spectre visible, donc on est moins sensible, ça a l'air moins lumineux. Et plus on se rapproche du milieu, plus on est sensible à la lumière. Donc finalement, ça c'est important, on va y revenir, mais on n'a pas la même sensibilité aux différentes couleurs. Celles qui sont au milieu, elles paraissent plus lumineuses que celles qui sont sur les bords. Bon, et puis là, j'ai parlé des ondes qu'on appelle monochromatiques, celles qui ont une forme de sinusoïde comme ça. En réalité, dans la nature, ça arrive très rarement qu'il y ait ces ondes-là qui se baladent toutes seules. C'est plutôt un truc artificiel qu'on va retrouver dans les lasers, par exemple. En réalité, c'est plus, on va voir de la lumière qui est composée d'un assemblage d'ondes monochromatiques dans différentes longueurs d'onde. Donc c'est un peu comme le son qui est fait de plusieurs fréquences. Là, on a la lumière qui va être faite de plein d'ondes monochromatiques. Donc finalement, si on décompose la lumière en la faisant passer à travers un prisme, par exemple, on peut voir que la lumière est composée de plein d'ondes monochromatiques dans des proportions variables, et c'est ça qui va faire finalement la couleur. Donc la courbe qu'on voit au milieu, la courbe blanche, ça s'appelle la distribution spectrale, et elle va décrire précisément de quoi est composée la lumière, qu'est-ce qu'il y a comme onde, dans quelle proportion. Et donc là, on peut voir de la lumière colorée qu'on décompose pour voir ce qu'il y a dedans. Et si on prend toutes les longueurs d'onde et qu'on les met un peu toutes, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient du blanc. Ou plutôt un blanc, parce que du coup on voit que ça dépend des proportions. Il n'y a pas un seul blanc, il y en a plein. Parce que ça arrive jamais en fait qu'il y ait toutes les longueurs d'onde en quantité égale. Donc il y a toujours, par exemple, s'il y a plus de rouge, ça va faire un blanc chaud. S'il y a un peu plus de bleu, ça va faire un blanc froid. Et donc là on voit tout un éventail de blancs. Et donc du coup on comprend quand on a un code couleur qui dit blanc, dans nos langages de programmation, ça veut dire qu'à un moment donné, on s'est mis d'accord pour dire on parle d'un blanc en particulier. Et ce blanc-là, il va servir de référence, d'étalon pour toutes les autres couleurs. Donc c'est important de se mettre d'accord sur un blanc. Et c'est ça la fameuse balance des blancs qu'on voit en photo, en vidéo, c'est on va choisir le blanc et ça va déterminer toutes les autres couleurs. Donc finalement, on a suffisamment de choses pour comprendre la définition de la couleur de Wikipédia. N'est-ce pas merveilleux? Donc la couleur, c'est la perception visuelle de l'aspect d'une surface ou d'une lumière, basée sur la répartition spectrale de la lumière, la courbe blanche, qui stimule des cellules nerveuses situées sur la rétine, nommées cônes. Voilà, donc là, on comprend vraiment physiquement, précisément ce que c'est la couleur. Donc là, je sais ce que vous dites là. Là, vous vous dites... Mais c'est super génial, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de tout ça? En fait, ce qu'on a vu là, ça va être simplement la fondation de toute la science des couleurs, et ça va être une des rares choses que je ne vais pas remettre en question ou critiquer dans la suite, parce que, en fait, là, on a vu de la physique, de la biologie, c'est la façon dont nos yeux fonctionnent, et puis c'est tout, ça ne va pas changer. Par contre, je vous l'accorde, je ne vais pas pouvoir mettre une distribution spectrale dans mon CSS. Donc, ce qui va nous intéresser dans la suite, c'est, maintenant qu'on sait précisément ce que c'est la couleur d'un point de vue physique, comment est-ce qu'on peut trouver des notations, des représentations de la couleur qu'on va pouvoir utiliser dans nos logiciels. Donc, je vais essayer de vous présenter un petit peu comment on est arrivé aux notations qu'on utilise aujourd'hui. Donc, on va retourner un petit peu dans le passé, on va aller dans les années 1920, la fin des années 1920. Pour vous situer, c'est encore le début de Charlie Chaplin. C'est le tout début du cinéma sonore qui succède au cinéma muet. Et c'est le début aussi du cinéma en couleur. Donc, même s'ils étaient encore à l'époque, ils coloriaient sur les bobines de films, mais ils commencent à s'intéresser aux couleurs. Et donc il y a des messieurs qui sont penchés sur la question et se sont dit comment est-ce qu'on pourrait trouver des représentations de la couleur. Donc William David Wright et John Guild, ils ont fait des expériences dans la fin des années 1920. Enfin plutôt, ils ont fait la même expérience en même temps et sans le savoir, parce qu'à l'époque, ils ne pouvaient pas tweeter pour dire hey, les gens, je vais faire un truc. Donc ils ont fait la même chose sans le savoir. Mais ils ont eu les mêmes résultats, donc tant mieux. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, on est capable de produire de la lumière d'une longueur d'onde donnée, une couleur donnée. On sait aussi depuis longtemps que quand on combine 3 couleurs primaires, rouge, vert, bleu, on peut obtenir à peu près toutes les couleurs possibles. Donc ce qu'on va faire, on va choisir 3 couleurs primaires, rouge, vert, bleu, avec des longueurs d'onde précises. Donc ils ont choisi celle-là parce que ça les arrangeait à l'époque. On va choisir une couleur de référence à gauche, par exemple un jaune à 580 nanomètres. Et là, on va demander à des gens d'ajuster les quantités de rouge, de vert et de bleu pour faire correspondre les couleurs. Donc là, j'ai du jaune, je sais que c'est un mélange de rouge et de vert, donc je retire le bleu, je vais ajuster la quantité de vert là, et là, j'ai un truc qui match. Et donc à ce moment-là, c'est la première fois qu'on a été capable de trouver une notation, en fait, des coordonnées de la couleur. Je peux représenter ce jaune avec des chiffres. Je
Je peux dire si tu prends ce rouge, ce vert, ce bleu précisément, tu les mélanges dans des proportions précises, tu obtiendras le jaune à 580 nanomètres. Donc ça, c'est la première notation de la couleur qu'on a obtenue. Donc ils ont fait ça avec un peu toutes les longueurs d'onde, et ils ont obtenu ces courbes-là. Donc là, on a, en fonction des longueurs d'onde, on a la quantité de rouge, de vert, de bleu qu'il faut pour obtenir la couleur. Alors, on voit un truc un peu bizarre. Là, on a le rouge qui passe sous l'axe des zéros. Autrement dit, il y a une quantité négative de rouge. Ça n'a pas trop de sens. En fait, ce qui se passe, c'est que pour certaines couleurs, à gauche, là, couleurs de référence, notamment les couleurs entre le bleu et le vert, eh ben, ils n'arrivaient pas à les reproduire avec du rouge, du vert et du bleu. Il n'y avait aucune combinaison qui permettait de reproduire la couleur. Par contre, ils ont vu que ça marchait mieux quand la couleur elle était plutôt vers le rouge. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que dans la couleur de référence à gauche, là, bah, ils ont ajouté un peu de rouge. Du coup, ça fonctionnait, ils ont pu ajuster les couleurs à droite. Et dans la quantité de rouge qu'ils obtenaient à la fin, eh ben, ils ont soustrait le rouge qu'ils ont ajouté au début. Voilà, j'espère que ça fait sens. Et du coup, c'est pour ça qu'on a une quantité négative de rouge. Bon, on ne sait pas trop quoi en faire pour l'instant, on verra ça plus tard, mais l'idée c'est que avec ces trois courbes-là, eh ben, pour toutes les longueurs d'onde, on va pouvoir, donc pour toutes les couleurs, on va pouvoir avoir une notation, une quantité de rouge, de vert, de bleu, qui permet d'obtenir la couleur. Donc là, c'est pas le RGB que vous connaissez, c'est un truc plus grand, ça s'appelle CIE RGB. CIE pour Commission internationale de l'éclairage, donc c'est un truc français. Et c'est eux qui ont, en 1931, ils ont fait cette notation, ils ont normalisé la notation pour voilà, cette notation RGB. Et donc on peut représenter toutes les couleurs visibles, pas seulement les ondes monochromatiques. On peut avoir le blanc par exemple, mélange de plein d'ondes monochromatiques, il suffit de faire la somme en fait. Le rose qui est un mélange de blanc et de rouge, ou encore le cyan qui est un mélange de bleu et de vert. Par contre, ouais, on a toujours cette quantité de rouge négative là, donc ça on ne sait pas trop quoi en faire. Du coup, la notation CIE-RGB, c'était un bon début, mais on ne va pas pouvoir l'utiliser directement, parce que quantité négative, on ne sait pas quoi en faire. Donc on va essayer de transformer ça pour avoir quelque chose de plus utile. L'avantage, c'est que maintenant, on a des chiffres. Pour toutes les couleurs, on a une coordonnée avec des nombres. Et ça, les nombres, on peut les transformer, on sait faire. On sait faire des maths, ou plutôt on peut demander à des gens qui savent faire. Donc on va essayer de construire une autre notation. Et pour ça, on va faire des petites spécifications, que je vais appeler liste au Père Noël, parce que c'est plus fun. Donc ce qu'on voudrait, c'est pas de valeur négative, parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Et puis tant qu'à faire, on a vu tout à l'heure que les couleurs, elles n'ont pas la même luminosité perçue en fonction d'où elles sont sur le spectre visible. Ça serait quand même cool, ça serait pratique si on avait une coordonnée qui permet de représenter cette luminosité en fait, cette sensation de luminosité. Et ça, ils avaient déjà les informations en 1920, ils avaient des expériences, ils avaient des chiffres, donc on peut le faire. Donc pourquoi pas, on va mettre ça sur la liste Père Noël, on verra bien. Il y avait encore d'autres choses, voilà, je vous passe les détails, mais l'idée c'est qu'on va donner ces spécifications à des mathématiciens. Ils avaient les ensembles, les courbes de base là, ils ont pris ça et ils ont pondu ce truc là. Bon attendez, j'ai un truc plus visuel, voilà. Donc les mathématiciens, ils ont construit 3 nouvelles courbes à partir des anciennes, donc ils ont transformé tous les nombres pour obtenir ces trois nouvelles courbes. Et on peut voir effectivement ça colle plus ou moins. Déjà on n'a pas de truc négatif, donc c'est un peu mieux. Et la courbe du milieu, la courbe verte, eh ben on voit que ça représente ce qu'on a vu tout à l'heure. Les couleurs sur les bords, c'est plus foncé, et plus on se rapproche du milieu, plus ça a l'air lumineux. Donc la courbe du milieu, là on va appeler ça la luminance. La luminance, c'est ce qui représente vraiment la perception de luminosité, quoi. La luminosité, c'est l'intensité de la lumière, et la luminance, c'est notre sensation de est-ce que c'est clair ou foncé. Donc là, on a voilà, cette notation, cette coordonnée qui est pratique, qui nous permet de voir est-ce qu'une couleur est claire ou foncée. Et avec ces 3 nouvelles courbes, eh ben, on peut obtenir des nouvelles coordonnées. Pour toutes les couleurs, en fait, toutes les couleurs visibles, on va avoir 3 nouvelles coordonnées qu'on appelle X, Y, Z. Donc ça, c'est une autre notation. CIE, X, Y, Z, c'était la même année. Hein. Voilà. Toutes les couleurs visibles, finalement, on peut les représenter en 3D. Donc là, on a l'ensemble des couleurs visibles. C'est une représentation, hein, parce que le projecteur il est bien incapable de les afficher, mais c'est une représentation de toutes les couleurs visibles. On voit d'ailleurs que sur l'axe vertical, le Y, d'ailleurs, voilà, j'ai fait une petite main. Sur l'axe vertical, on a la luminance, donc c'est-à-dire la luminosité. Et effectivement, en haut, c'est le blanc, juste en dessous, on a le jaune, et en bas, on a le bleu et le rouge. Donc ça, on a cette coordonnée qui est plutôt pratique.
Bon, c'est pratique, là c'est joli et tout, mais on est toujours en 1931. En 1931, ils n'avaient pas les ordinateurs avec des cartes graphiques pour afficher des jolis graphiques en 3D. Donc bah, la 3D, c'est pas pratique. On va essayer de ramener ça en 2 dimensions, ça va être plus facile pour travailler. Donc on va faire ça en 2 temps. D'abord, on va bidouiller un peu les coordonnées pour obtenir une forme un peu plus verticale. Donc ça, c'est les mêmes couleurs, mais un peu transformées. On a un truc plus vertical. Maintenant, on imagine que ça, c'est une boule de pâte à modeler. On va venir appuyer dessus par le haut là pour l'aplatir. Et on obtient ce truc-là. Là, peut-être que ça parle à certains d'entre vous, parce que dès qu'on parle de science des couleurs, ce diagramme, il est jamais loin. Il s'appelle le diagramme de chromaticité XY. Et c'est un peu voilà, ça va servir de base pour travailler maintenant. On va pouvoir voir plein de trucs sur ce diagramme. Déjà, le contour de la forme, là, eh ben, c'est les ondes monochromatiques, celles qui ont une forme de sinusoïde. Donc ça va du bleu 400 nanomètres ici jusqu'au rouge à 700 nanomètres en passant par le vert et le jaune. Ensuite, si je prends 2 points sur ce diagramme, toutes les couleurs qui sont entre les 2 points, là, je vais pouvoir les obtenir avec un mélange de ces 2 couleurs. Ce qui veut dire que toutes les couleurs qui sont à l'intérieur du diagramme, ben, c'est des mélanges d'ondes monochromatiques. On a par exemple le blanc qui est au milieu là. Et du coup, si je prends un triangle, donc 3 couleurs, et ben, toutes les couleurs qui sont à l'intérieur du triangle, je vais pouvoir les obtenir par un mélange des 3 couleurs qui sont au sommet du triangle. Et les 3 couleurs que vous voyez là, c'est les 3 couleurs primaires des expériences de Wright et Guild dans les années 1920. Et on comprend du coup pourquoi il y avait des quantités de rouge négatives. C'est parce que toutes les couleurs qui sont là, eh ben, elles ne sont pas dans le triangle, et donc ils ne pouvaient pas les obtenir avec un mélange de rouge, de vert et de bleu. Par contre, quand ils rajoutent du rouge, eh ben, ça ramène la couleur dans le triangle, et là ça marchait. Donc le triangle, eh ben, c'est cette notation CIE-RGB. Notation que je vais appeler espace de couleurs. Espace de couleurs, pour simplifier, je vais définir ça comme un ensemble de couleurs en fait. Donc CIE-RGB, c'est l'ensemble des couleurs qui sont dans le triangle. Et du coup, on va dire que les couleurs qui sont là, elles ne sont pas dans l'espace de couleurs CIE-RGB. Et du coup, tout le diagramme là, l'ensemble du diagramme, c'est l'espace de couleurs XYZ, celui qui contient l'ensemble des couleurs visibles. Donc XYZ, c'est un peu le papa de tous les espaces de couleurs parce qu'il contient toutes les couleurs visibles, et tous les autres espaces de couleurs, ils vont être à l'intérieur, ça va être des sous-ensembles de XYZ. Ok, on a une bonne base là. On est toujours en 1931, donc on va avancer un petit peu, on va aller dans les années 90. C'est les premiers appareils numériques personnels, le début des télévisions, des ordinateurs qu'on va avoir chez nous. Donc là, les constructeurs, ils ont commencé à fabriquer des écrans pour les mettre là-dessus. Et là, il a fallu se mettre d'accord parce que si les constructeurs ils mettent chacun des pixels qui ont des couleurs différentes, on ne va pas s'en sortir. Donc il a fallu dire aux constructeurs, en fait, le rouge, le vert, le bleu dont on parle, c'est ceux-là, pour qu'ils prennent les mêmes. Donc pour ça, on a fait des nouveaux espaces de couleurs dédiés aux télés et aux écrans d'ordinateur. Donc il y a deux nouveaux espaces de couleurs qui ont été faits. Il y a le Rec 709 pour la vidéo, pour la télé, et peu de temps après, il y a le sRGB qui est arrivé pour l'image, pour les ordinateurs. Et donc on a 3 couleurs primaires, rouge, vert, bleu, qui définissent un petit triangle. Et donc ces espaces de couleurs, depuis qu'ils ont été créés encore aujourd'hui, c'est les espaces de couleurs standards. Si on ne précise pas l'espace de couleurs, ça veut dire qu'on utilise cela. Donc aujourd'hui, quand vous avez une notation RGB avec des quantités de rouge, de vert, de bleu, eh ben, le rouge, le vert, le bleu, c'est cela, c'est les sommets du triangle. C'est le cas pour les écrans aussi. Les écrans, en dehors des hauts de gamme, tous les écrans, ils affichent des couleurs qui sont dans le triangle là. Donc les pixels, enfin peut-être pas précisément les pixels, là c'est un peu plus compliqué, mais les couleurs qu'ils affichent, ils sont compris dans le triangle. Donc vos écrans d'ordinateur, votre télé, le projecteur, ils affichent les couleurs dans ce triangle-là. Un triangle qui n'est pas si grand quand on regarde. En fait, il représente à peu près 35% des couleurs visibles, ce qui n'est pas énorme. Bon, en vrai, en pratique, parce que ça vous arrive souvent de voir un ordinateur, vous dites tiens, il n'a pas assez de couleurs. Donc en pratique, c'est déjà pas si mal. Mais donc voilà, ça c'est les espaces de couleurs standards encore aujourd'hui. Donc dans ce triangle, cet espace de couleurs sRGB, il y a plusieurs notations. On a la fameuse notation RGB qui va dire combien il y a de rouge, de vert, de bleu. Petite représentation 3D que je trouve plus pratique, puis le saviez-vous, j'aime bien la 3D. Non, en vrai, je trouve ça plus pratique de voir les formes comme ça parce que, hop, ici par exemple, on peut voir les fameux l'axe rouge, vert, bleu. Et puis si j'avance un petit peu,
on va pouvoir voir, là le jaune c'est un mélange de vert et de rouge, le magenta un mélange de bleu et de rouge. Donc on visualise vraiment les mélanges de couleurs, où est-ce qu'elles sont dans le cube. Donc moi je trouve ça plutôt pratique, les représentations 3D. Par contre, cette représentation, elle n'est pas pratique à l'usage, parce que si j'ai une couleur là-dedans et que je la veux par exemple plus saturée, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ajoute un peu de rouge, un peu de vert? Je ne sais pas trop. Donc à l'usage, c'est pas trop pratique. Du coup, on a fait une autre notation qui s'appelle HSL, pour Hue, Saturation, Lightness. Donc Hue, c'est la teinte, c'est le slider ici, ce qu'on appelle communément la couleur en fait. Et puis ensuite, on a le carré ici. Alors on pourrait se dire, la saturation, c'est de gauche à droite et la luminosité, c'est de bas en haut. Pas tout à fait, en fait. Si je me balade en haut, là, on voit que la luminosité, elle bouge de 100% à 50%. Et si je descends, ça va de 50% à 0%. C'est un peu bizarre, mais là encore, ça va être plus facile à comprendre sur la présentation 3D. Donc ça fait deux cônes posés l'un sur l'autre, que j'ai coupé au milieu pour qu'on voit ce qu'il y a dedans. Et donc les coordonnées, ça va être la teinte, c'est l'angle autour du cercle, la saturation, c'est le rayon, et la luminosité, c'est l'axe vertical. Donc on a le noir tout en bas, le blanc tout en haut, et on voit que les couleurs les plus saturées, elles sont au milieu, sur la luminosité 50%. On voit aussi du coup que quand on augmente la luminosité pour aller vers le blanc là, on agit finalement sur la saturation, parce qu'on va vers le blanc qui a l'air pas saturé. Donc c'est là où on voit que la notation peut être trompeuse, parce que quand on modifie la luminosité, on va modifier la sensation de saturation, quoi. Et ça, on peut le retrouver quand on veut, on a par exemple un bouton sur vol, je veux faire la couleur un peu plus foncée, et la couleur plus foncée, elle aura l'air plus ou moins saturée que la couleur de base. Et ça dépend d'où on est sur le cône. Donc là, on voit que c'est un peu compliqué. Mais encore une fois, la représentation 3D, elle permet d'aider à comprendre, je trouve. Alors, je vais vous parler d'une dernière notation. Il y en a encore d'autres, mais la dernière dont je vais vous parler, c'est HSB. Donc, on a troqué le L de lightness contre le B de brightness. Ce qui est bien, c'est qu'en français, on traduirait par le même mot. Donc, on va garder ça en anglais. On dit HSV des fois pour value. Donc, on a la même chose. On a le slider pour la teinte. Et cette fois, en fait, c'est un peu plus intuitif. Ça fait ce qu'on attend. De gauche à droite, j'ai la saturation. Et de bas en haut, j'ai la luminosité. Et en 3D, ça fait quoi? Ça fait un seul cône cette fois. Donc on a toujours les coordonnées teinte, saturation, brightness. Et voilà, moi je trouve que c'est plus intuitif, j'ai envie de dire. Enfin voilà, c'est joli aussi. Non, puis la face du dessus là, finalement c'est la fameuse roue des couleurs. Donc, la roue des couleurs, dans cette notation, c'est les couleurs qui ont une luminosité à 100%. Et donc, nous y voilà, on a à peu près les notations principales qu'on utilise aujourd'hui dans nos applications. Il y a le hexa ici, j'ai pas parlé. Hexa, c'est exactement pareil que RGB, c'est une forme condensée, mais sinon c'est pareil. Et donc c'est ça qu'on utilise aujourd'hui. Je rappelle, tout ça, c'est le même ensemble de couleurs, c'est l'espace de couleurs sRGB. Donc ça, on l'utilise aujourd'hui, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a des alternatives, il y a d'autres notations possibles qui peuvent être mieux adaptées dans certains cas. En fait, on va avancer un petit peu, on est dans la fin des années 2000, le début des années 2010. La technologie a évolué, maintenant on a des écrans qui sont plus performants, et en fait, ils peuvent afficher plus de couleurs que ce qu'il y a dans l'espace sRGB. Le petit triangle là, maintenant les écrans, ils peuvent afficher plus de couleurs que ça. Donc si on utilise les notations de l'espace sRGB, on ne va pas exploiter complètement les écrans parce que les notations ne permettent pas d'afficher les couleurs les plus saturées que les écrans sont capables d'afficher. Du coup, on a créé un nouvel espace de couleurs. On a fait un autre triangle qui est un peu plus grand, donc il a plus de couleurs, surtout sur le rouge et le vert, on voit qu'ils sont un peu plus loin, donc ça veut dire que c'est plus saturé, et on a gagné un peu de couleurs. Donc le P3, alors il y a des variants, il y a le DCI P3 pour le cinéma, il y a le display P3 pour Apple qui a fait ça pour les Mac. Et donc le P3, il représente à peu près 50% des couleurs visibles, donc on a plus de couleurs. Par contre, si on veut utiliser cet espace-là, il va falloir le préciser, parce que on a vu que sRGB c'est le standard, donc si on ne précise pas, on suppose qu'on est en sRGB. Du coup, si on veut exploiter ces couleurs supplémentaires, il va falloir le préciser. Par exemple, en CSS, là, si je ne précise pas, je mets du RGB, je suis en espace sRGB. Et si j'ai un super Mac et je veux afficher une couleur dans l'espace P3, il va falloir utiliser une autre notation pour lui dire je veux du vert dans l'espace P3. Et en CSS, on peut aussi s'assurer que l'écran supporte l'espace P3 avec une petite media query.
Donc finalement, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé là dans l'exemple du début? Eh ben, à droite, j'avais mon Figma qui était configuré pour l'espace display P3. Donc le vert ici, c'est le vert de l'espace P3. Et à gauche, bah, en CSS, je n'ai pas utilisé la notation P3, donc je suis dans le vert de l'espace sRGB. Donc ce n'est pas les mêmes verts. Et au milieu, j'ai la pipette de mon Mac qui est dans l'espace P3. Et du coup, à droite, ça marche bien, c'est le même vert, mais à gauche, bah, ce n'est pas le même vert. Et ça, en fait, c'était un vrai problème avant. Je sais plus quand, mais avant, Figma, il ne s'occupait pas des espaces de couleurs. Donc l'espace de couleurs, c'était celui de l'écran. Donc si on était sur un Mac, c'était P3. Si on était sur un Windows, je ne sais pas quoi, c'était sRGB. Maintenant, dans Figma, on peut le configurer. On peut choisir P3 ou sRGB. Je crois que par défaut, c'est sRGB. Ça vaut le coup de le vérifier. C'est dans les préférences Color Profile. Donc finalement, si aujourd'hui on veut utiliser l'espace P3, si on veut, hein, c'est pas obligatoire, c'est pour exploiter les nouvelles couleurs. Et donc côté designer, il va falloir configurer le logiciel pour lui dire d'utiliser l'espace P3. Si vous faites des images, vous pouvez inclure le profil de couleur dans les images, ça c'est possible. Et côté développement, ben, comme on l'a vu, il faut préciser l'espace P3 dans les codes couleurs. Et si on fait ça, et ben, on n'aura plus de problème. Ouais, en fait, on en a oublié un, celui-là. Là. On a donc le bleu qui a l'air plus foncé que le jaune. En fait, c'est d'autant plus bizarre qu'on a vu que la roue chromatique, là, c'est dans la notation HSB, c'est toutes les couleurs qui ont une luminosité de 100%. Donc là, toutes les couleurs, elles ont la même luminosité, en fait. Et c'est là où on voit le problème, c'est que dans cette notation, ce qu'on appelle la luminosité, en fait, c'est la quantité de rouge, de vert et de bleu. Donc, si j'ai au moins une des trois couleurs primaires à 100%, bah, j'ai une luminosité de 100%. Et c'est comme ça qu'on a du bleu qui a la même luminosité que le blanc ou le jaune. Et c'est là où tout à l'heure j'ai fait la distinction avec la luminance, qui est cette sensation de luminosité. Parce qu'on a vu que le vert ou le jaune, ils ont l'air plus lumineux que le bleu et le rouge qui sont sur les bords du spectre visible. Donc là, on voit que bah, ce qu'on appelle la luminosité, en fait, c'est pas fidèle à notre perception des couleurs. Donc c'est pour ça qu'on a ces comportements un peu bizarres. Et ça, c'est un problème qu'on va retrouver dans tous les espaces de couleurs qui sont définis avec trois couleurs primaires, rouge, vert, bleu. Donc finalement, c'est tous ceux qu'on a représentés avec des triangles dans ce diagramme-là. Tout ceux-là, ils auront le problème que la luminosité, ben, elle n'est pas fidèle à notre perception. D'ailleurs, tant que je suis sur ce diagramme, on peut voir un autre problème. Si on regarde en bas à gauche, là, il y a le bleu et le violet qui sont un peu tout serrés dans leur coin, alors que là, on a le vert qui prend toute la place. Donc on pourrait se dire, sur ce diagramme, on aurait envie de se dire, si j'ai deux points qui sont éloignés, bah, c'est que les couleurs sont sûrement différentes. Bah, en fait, ça ne marche pas parce que le vert là, c'est presque le même que le vert là. Et puis ici, j'ai le bleu et le violet qui sont tout serrés. Donc en fait, tout le diagramme là, il déforme finalement les couleurs. C'est pas uniforme. Encore une fois, par rapport à notre perception, c'est pas uniforme. Et ça, c'est un peu un problème parce que ça, c'est l'espace X, Y, Z, c'est le papa de tous les espaces de couleurs. Donc bah, le papa de tous les espaces de couleurs, il y a des problèmes. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des problèmes? On fait une liste au Père Noël. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un nouvel espace de couleurs qui serait plus fidèle à notre perception, dans lequel il n'y aurait pas ces bizarreries, ces trucs bizarres avec la luminosité? Donc on va essayer, on verra bien. Je vais mettre sur ma liste au Père Noël, je veux un nouvel espace qui est fidèle à la perception humaine des couleurs. Je vais mettre que ça parce que c'est déjà pas mal. Donc là, j'avoue que je ne sais pas comment ils ont fait. Il n'y a pas que des mathématiciens qui ont bossé sur le coup. Ils ont dû faire encore plein des expériences, des itérations. Bref, il y a des gens qui se sont penchés sur la question et ils ont pondu ce truc-là. On peut imaginer qu'ils n'ont pas fait ça en un jour. Mais l'idée, c'est qu'ils sont partis donc, des coordonnées X, Y, Z et ils ont créé trois nouvelles coordonnées. Donc un peu comme tout à l'heure, on était passé des trois courbes RGB, on les a transformées en X, Y, Z. Ben là, on a fait pareil, on a transformé X, Y, Z en trois nouvelles coordonnées, qu'on appelle LAB, avec des étoiles, parce que sans les étoiles, c'était déjà pris. Pas de bol. Et donc, voilà, cet espace de couleur, il s'appelle CIE Lab 1976. On est un peu plus tard, enfin un peu plus tard ou plus tôt. C'est pas tout neuf non plus, ça vient d'arriver en CSS par exemple, je sais pas trop pourquoi. Mais voilà, si on représente les couleurs en 3D, donc là on a l'ensemble des lumières, des couleurs visibles représentées dans l'espace lab. On voit que, bon déjà il y a toutes les couleurs, bon signe, mais surtout il n'y en a pas une qui prend beaucoup plus de place que les autres.
On voit que les transitions entre les couleurs, elles sont assez fluides. Il n'y en a pas une qui est tout serrée, par exemple, donc ça a l'air de correspondre. On a toujours l'axe vertical, ça bug, l'axe vertical qui est la luminance, donc est-ce que c'est la sensation de est-ce que c'est clair ou foncé. Donc tout en haut, on a le blanc, le jaune juste à côté, tout en bas, on a le bleu et le rouge. Donc on a toujours cette coordonnée qui est bien pratique. Et les deux autres coordonnées, on a A et B. Donc A, c'est une échelle qui va du rouge au vert. Pourquoi pas. Et B, c'est une échelle qui va du bleu au jaune. Bon, c'est un peu comme RGB tout à l'heure. En vrai, c'est pas très pratique. Si j'ai une couleur et je la veux plus saturée, je vais faire quoi? Je vais un peu moins vers le rouge, je vais plus vers le jaune, on ne sait pas trop. Donc à l'usage, encore une fois, c'est pas très pratique. Par contre, on va pouvoir transformer les coordonnées pour en faire encore des nouvelles coordonnées qui vont ressembler, on va retrouver quelque chose qui ressemble au cône qu'on avait tout à l'heure. Donc là, on va retrouver le cercle autour avec la teinte là, qui va de 0 à 360 degrés. Et le rayon, on va appeler ça la chroma, donc c'est un peu l'équivalent de la saturation. Donc là, on a quelque chose, voilà, 3 coordonnées, LCH, luminance, chroma et hue, la teinte, c'est un peu comme le cône de tout à l'heure, sauf que contrairement au cône de tout à l'heure, là on peut représenter l'ensemble des couleurs visibles et pas juste celles de l'espace sRGB. Et aussi accessoirement, ça ne déforme pas les couleurs. Donc là, comme l'espace XYZ, on va pouvoir encoder toutes les couleurs visibles. Par contre, contrairement à l'espace XYZ, celui-là, on ne va pas essayer de le mettre en 2D déjà. On ne va pas non plus faire d'autres espaces à l'intérieur, parce qu'on a vu que tout ça, ça déforme les couleurs. Donc lui, on ne va pas y toucher, on le laisse comme ça. On va garder cette notation en fait, qui est suffisante parce qu'on peut représenter toutes les couleurs visibles. Par exemple, ici, on a l'ensemble des couleurs de l'espace sRGB, donc le petit triangle, mais dans la notation LCH. Donc c'est un petit bout de cette forme-là qui contient les couleurs de l'espace sRGB. Donc c'est les mêmes couleurs que celles des formes à gauche, là. Simplement, là, on voit bien que les formes à gauche, c'est des trucs artificiels, quoi. On a fait rentrer les couleurs au chausse-pied dans les formes qui nous arrangent bien. Et à droite, c'est la version un peu non déformée, qui est plus fidèle à notre perception. Donc on a, par exemple, on a toujours le blanc en haut, le jaune, etc. C'est voilà, une version qui est pas déformée. Pour finir sur la théorie, au cas où ce n'était pas suffisant, en 2020, donc très récemment, il y a un monsieur qui s'appelle Björn Ottosson, qui est plutôt chaud. Il a dit, en fait, il y a des problèmes avec les espaces lab et LCH. Donc ceux qu'on vient de voir là, il y a des problèmes, des sortes de bugs dans la notation qui font que, dans le bleu notamment, des fois il y a du violet qui vient se mettre pour aucune raison. Donc ça pose problème. Ça, on le savait déjà qu'il y avait des problèmes. Par contre, ce monsieur, il a en fait créé des nouveaux espaces de couleurs pour corriger ces problèmes. Donc il a transformé l'espace lab, il a fait un espace OK lab. Et là il a dit littéralement, je vais faire un espace lab qui est OK, ça fait OK lab. Bon, le nom est un peu éclaté, mais par contre, il a effectivement corrigé les problèmes qu'on avait sur les espaces. Donc aujourd'hui, si vous avez le choix, autant utiliser OK lab et OK LCH. Je pense c'est un peu l'état de l'art des espaces de couleurs aujourd'hui, en tout cas fidèle à notre perception. Voilà, donc on a fini sur la théorie. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire en pratique, en quoi on peut utiliser ces nouveaux espaces de couleurs qui sont fidèles à notre perception des couleurs. Une première application, ça va être la génération de palettes de couleurs. Donc une palette de couleurs, si j'ai un ensemble de teintes, de luminosité, de saturation, si j'itère là-dessus, ça va me donner un ensemble de couleurs. Si je fais ça avec la notation HSL, je vais avoir tous les problèmes dont j'ai parlé. Si je prends une même ligne, donc une même luminosité, on a des couleurs. On a par exemple le bleu qui est plus foncé que le jaune. Donc je ne peux pas me baser là-dessus pour les contrastes parce que ça ne marche pas. Le bleu c'est OK, le jaune c'est pas OK. Donc c'est là où il va falloir bricoler pour avoir les contrastes qu'on veut parce que sinon par défaut ça ne marche pas. Si je fais pareil avec la notation OKLCH, donc l'espace de couleurs pour les humains, qui est un peu plus fidèle à notre perception, on a quelque chose qui est beaucoup mieux. Je ne vais pas dire que c'est parfait parce qu'il peut y avoir des petits problèmes, mais si je prends une même ligne, normalement toutes les couleurs ont l'air à peu près aussi lumineuses. Et donc là, je vais pouvoir dire, sur une ligne, je vais pouvoir mettre du blanc ou du noir ou une autre couleur. Normalement, les contrastes seront à peu près les mêmes sur toute une ligne. Là encore, ça varie à peu de choses près, mais globalement, ça marche bien. Et donc si j'utilise cette notation OKLCH pour faire
des palettes de couleurs, bah, j'aurais plus besoin de bidouiller. J'ai déjà des couleurs qui sont à peu près cohérentes. Il n'y en a pas une qui a l'air plus lumineuse que l'autre. Donc la génération de palettes avec OKLCH, ça va être un bon cas d'usage, quelque chose qui fonctionne bien. Un autre cas d'usage de ces espaces de couleurs, ça va être les gradients. En fait, un gradient, qu'est-ce que c'est? On a une couleur de départ, ici j'ai du bleu, une couleur d'arrivée, ici j'ai du rouge et du vert qui font du jaune, et au milieu, on va interpoler entre le départ et l'arrivée. Et du coup, au milieu, qu'est-ce qu'on a? Là, on a la moyenne des deux couleurs. Donc en l'occurrence, on va voir une 0,5, 0,5, 0,5. Donc ça fait du gris en fait. Au milieu du gradient, entre le bleu et le jaune, j'ai du gris. Et ça, c'est un problème connu, on appelle ça la zone morte grise. Donc c'est un truc bizarre qui arrive au milieu d'un gradient dans cette notation. Mais du coup, le gradient, ça dépend de la notation qu'on utilise. Si je fais par exemple pareil avec le HSL, ça n'a pas du tout la même tronche, parce qu'en HSL, le bleu et le jaune, ils ont la même saturation et la même luminosité. Donc la seule chose qui va changer, qu'on va interpoler entre les deux, c'est la teinte. Donc en fait, on va faire le tour de la roue chromatique entre le bleu et le jaune pour avoir le gradient. Donc on passe par le cyan, on voit d'ailleurs une ligne dégueulasse parce que, toujours pareil, la luminosité n'est pas uniforme. Le vert qui prend trop de place, enfin bref, il n'y a rien qui va. Et si on fait pareil avec les nouveaux espaces de couleurs, OKLab par exemple, on a quelque chose qui est beaucoup mieux. Parce qu'il n'y a pas de saut bizarre de la luminosité, il n'y a pas de dérive de couleurs, c'est beaucoup plus... ça a l'air mieux. D'ailleurs, je pense que même sur le projecteur, on peut voir que ici, là, ça tire un peu vers le violet. Alors que là, il n'y a pas ce problème. Donc en fait, c'est ça le problème que OKLab a résolu par rapport à Lab et par rapport à en fait, tout le reste, toutes les autres notations. Ils ont supprimé cette dérive du violet dans les tons bleus. Là. Donc OKLab, good pour les gradients. Et si je fais pareil avec la notation OKLCH, ça ressemble un peu au HSL mais sans les problèmes. Donc on passe aussi par le cyan, par le vert, mais c'est beaucoup plus uniforme. Donc là, on ne peut pas dire il y en a un qui est meilleur que les autres, c'est une question de qu'est-ce qu'on veut en fait. J'ai envie de dire, de mon point de vue, si on veut un gradient classique, OKLab c'est pas mal. Si on veut un gradient un peu plus créatif, OKLCH, c'est pas mal aussi. Voilà, donc là on voit vraiment que les nouvelles notations qui sont fidèles à la perception, ça va être très utile dès qu'on veut faire des calculs, des interpolations, des mélanges avec les couleurs. Pour information, en CSS, quand on fait un gradient, on peut lui dire, c'est comme ça que je l'ai fait, on peut lui dire dans quel espace on se place pour l'interpolation. Donc c'est pratique. Oui, d'ailleurs, en CSS, les OKLab, OKLCH, tout ça, ça marche bien depuis assez longtemps, je crois. Donc c'est cool. Et sinon, il y a des librairies en JS, dans d'autres langages aussi, hein, si vous voulez travailler sur les couleurs, il y a des librairies qui permettent de faire plein de manipulations sur les couleurs. On arrive au bout. Je vais faire un petit résumé des choses importantes que j'ai dit. Donc on a vu l'espace de couleurs X, Y, Z, qui est une notation pour représenter l'ensemble des couleurs visibles. Donc c'est tout le diagramme, c'est une représentation en 2D de l'espace de couleurs X, Y, Z. À l'intérieur, on a défini l'espace sRGB, qui est le standard aujourd'hui. Quand on ne précise pas l'espace de couleurs, ça veut dire qu'on utilise sRGB. Et ensuite, pour les écrans plus récents qui peuvent afficher plus de couleurs, on a défini l'espace P3, donc c'est un triangle plus grand qui contient plus de couleurs. Et pour utiliser l'espace P3, il faut bien le préciser, que ce soit design ou dev, il faut le préciser pour exploiter ces nouvelles couleurs. On a vu que du coup il y a des problèmes avec X, Y, Z et tous les espaces qui sont à l'intérieur. La luminosité n'est pas uniforme par rapport à notre perception. Ça pose des problèmes, ça fait des gradients qui ne sont pas beaux pour les générations de palettes. Donc c'est pour ça qu'on a des nouveaux espaces de couleurs OKLab et OKLCH qui vont être plus pratiques pour certains cas d'usage. Je ne vais pas dire que ça remplace ces espaces-là, c'est plus dans certains cas, quand on veut manipuler les couleurs, en général on a des meilleurs résultats avec cela. On arrive au bout. Comme d'habitude, les slides sont open source, épinglés sur mon GitHub, ou pas encore, bientôt. Vous avez le lien pour Open Feedback pour lâcher vos meilleurs commentaires, et surtout aider à améliorer le talk. Et puis on arrive au bout, j'espère que ça vous a plu. Merci. On a plein de temps pour des questions. Oula.
Ah, Oui, merci pour cette explication. Tu as parlé de la représentation des espaces de couleurs, mais en termes de stockage, on a les mêmes problématiques. Euh, alors, stockage, bonne question. L'espace de couleur sRGB, le premier, enfin le standard là que j'ai présenté, on voit que le triangle il est pas très grand. Une des raisons pour lesquelles il n'est pas très grand, c'est que justement, depuis le début, encore aujourd'hui, je pense, on stocke les couleurs sur 8 bits. Donc 8 bits, ça fait par canal, on a 256 valeurs possibles. Et si on prenait un triangle trop grand, c'est-à-dire qu'on a un grand ensemble de couleurs, et si on n'a que 256 valeurs par canal pour les stocker, ça pose des problèmes de précision. Et donc c'est pour ça qu'en prenant un espace qui est un peu plus petit, on améliore la précision. Par contre, effectivement, si on veut utiliser, alors P3, je pense que ça va encore, mais si on veut utiliser des espaces de couleurs qui contiennent beaucoup plus de couleurs, des espaces plus grands, et ben là, il va falloir travailler avec des couleurs à 16 bits au moins pour avoir plus de précision, pour pouvoir voilà, encoder les couleurs précisément. Mais sinon, à ma connaissance, les couleurs sont encodées sur 8 bits par canal. Alors, avec les notations, les OKLCH et tout, là, je sais pas, peut-être que c'est 16 bits, je ne saurais pas dire. Mais en tout cas, c'est important de savoir combien il y a de bits par canal, quoi. Je sais pas si ça répond à la question ou c'est une autre. merci Julien. Là, tu as parlé des moniteurs, des écrans. Par rapport aux autres appareils, appareils photo, imprimantes, choses dans le genre, il y a aussi ces différents espaces de couleurs ou on n'y est pas encore? Euh, alors pour les imprimantes, c'est un truc ouais, complètement différent. Enfin complètement. Je connais moins, mais c'est un autre espace de couleurs. Donc les imprimantes, on voit souvent, c'est du CMJK, donc cyan, magenta, jaune, noir. C'est du coup, j'ai vu une représentation, c'est pas des triangles parce qu'il n'y a pas trois couleurs, donc ça fait une sorte de polygone. Je pense que, enfin, c'est sûr du coup que ces espaces de couleurs, ils sont inclus dans le diagramme XYZ parce que lui contient toutes les couleurs visibles, donc forcément CMJK c'est contenu dans les espaces, les couleurs visibles. Donc c'est encore une autre notation. Il y a sûrement des matrices ou des transformations pour passer par exemple du RGB au CMJK. Par contre, ce qu'on voit souvent, c'est que les CMJK, enfin les encres, elles permettent pas de faire des couleurs très saturées. Donc typiquement, ce qui est au bout des triangles, les sommets des triangles, ceux-là, on peut rarement les mettre sur papier en fait. Donc c'est pour ça CMJK, c'est un peu comme, c'est sûrement des triangles tronqués quoi. Je sais pas trop comment, mais voilà, ça doit être des sous-ensembles avec des couleurs moins saturées. Mais du coup, ça ressemble un peu dans le sens, c'est une autre notation, on peut passer de l'un à l'autre, mais voilà, c'est différent. C'est en complément de la question de Guillaume, du coup, le Pantone, en fait, du coup, ta réponse est identique pour ce cas-là, donc tout ce qui est peinture. Je connais encore moins. D'accord, pardon. Mais je pense que c'est pareil. Pantone, à un moment, il doit y avoir un référentiel pour dire Pantone, je ne sais même pas comment ça s'appelle, mais telle couleur. Il y a une représentation en termes de. Pour moi, la base de tout, c'est la physique en termes de distribution spectrale, tu vois. De dire tel Pantone, en fait, ça correspond à telle couleur précisément. Après, comment tu l'encodes, quelle représentation tu utilises, pour moi, c'est j'ai envie de dire, un détail d'implémentation en termes geek, mais tu vois, la base, c'est en termes de physique d'onde, et après, la notation, c'est les différents espaces de couleurs. Je pense que c'est à peu près la même réponse, du coup, que tu peux passer de l'un à l'autre, mais ça représente des couleurs, quoi. Ok, merci. Petite question au sujet de l'Apple Vision qui est sorti. Je me dis qu'ils ont dû passer par des contraintes pour représenter le réel encore plus fidèlement que ce qui existait avant sur les écrans normaux, parce qu'on est encore plus proche de l'écran. Est-ce que tu sais s'ils sont en train d'inventer peut-être encore autre chose comme... Le Vision Pro, là, je ne sais pas du tout ce qu'ils utilisent comme... du P3 ouais. Voilà, merci. Non, mais par contre, dans la même veine, tu as par exemple comment ça s'appelle, les Dolby Vision là, au cinéma. En fait, ils essaient de pousser toujours plus la quantité de couleurs. Le Vision, c'est l'espace de couleurs, c'est Rec 2020. Donc on a vu le P3 là, Rec 2020, c'est un truc encore plus grand. Donc ça, c'est le Dolby Vision. Je pense que c'est ce qu'on fait de mieux aujourd'hui en termes d'espace de couleurs, quoi. Mais voilà, ils essaient de pousser toujours plus loin. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que, si on a bien compris, c'est pas physiquement possible d'avoir toutes les couleurs visibles avec 3 couleurs primaires. Parce que on a toujours un triangle et on peut pas faire rentrer un triangle dans la forme en fer à cheval là. Donc il y aura toujours des couleurs qu'on pourra pas restituer. En tout cas, ouais, les écrans les plus modernes, ils essaient de tirer au maximum.
pour avoir le plus de couleurs visibles, quoi. Côté encodage vidéo, on parle souvent de contenu HDR et d'encodage HDR et de télé compatible HDR. Le HDR, c'est juste du coup une palette plus grande encodée dans des boîtes encore plus grandes. Et du coup, il faut implémenter une logique pour déencoder tout ça ou pas? Pareil, je connais pas trop l'HDR, mais je me demande si c'est pas... en fait, il y a 2 dimensions dans la couleur. Tu as ce qu'on appelle la chroma, c'est un peu la taille des triangles. Tu vois, est-ce que les couleurs sont saturées ou pas? Et après, tu as la luma, c'est la luminosité. Est-ce que c'est lumineux ou est-ce que c'est sombre, c'est vers le noir, tu vois. Et je me demande si le HDR, alors je connais pas, mais j'interprète, je me demande si c'est pas dans la dimension luminosité. Là où tu vois les triangles, bah, on a des couleurs plus grands, enfin on a des couleurs plus saturées. Et le HDR, je pense que c'est plus dans la dimension luminosité, où tu peux avoir à la fois des couleurs très lumineuses et très sombres. Donc tu as des contrastes beaucoup plus grands, tu vois. Je pense que le HDR, c'est plutôt à ce niveau-là. Mais je connais pas trop. Peut-être tu précises. Ouais. Oui, voilà, il y a plus d'encodage. Bah, ouais. Ouais. D'accord. Ok, nickel. Je crois que ça va être la fin des questions. Je reste dispo si vous en avez d'autres. Une dernière peut-être? Ouais, j'avais une question. Donc, merci Julien. Mais donc, quand on définit les couleurs visibles, c'est un peu subjectif ça, parce que là, par exemple, je sais que les femmes, il me paraît qu'elles voient plus de couleurs que les hommes. Il y a des gens qui sont daltoniens. Comment on a défini ok, ça, c'est les couleurs visibles? Ouais. Bah, effectivement, c'est subjectif, on l'a vu au début, hein, c'est une interprétation du cerveau, donc c'est complètement subjectif. En fait, au début, là, je parlais de l'expérience où ils ont ajusté les quantités de rouge, vert, bleu, machin. Et donc là, ils ont fait un panel de personnes dans lesquelles, je suppose, il y avait des hommes, des femmes, des gens avec, je sais pas, peut-être plusieurs cultures, tu vois, ils ont essayé de mixer un peu plein d'humains différents, quoi. Et ils ont fait une moyenne où, tu vois, ils ont interprété les résultats pour avoir ce qu'on utilise aujourd'hui. Mais effectivement, c'est complètement subjectif et ça vient de mesures qui ont été faites à la base dans des expériences, quoi. Et quand on voyait en fait l'ensemble des couleurs visibles, on voyait qu'il y avait l'ensemble est délimité, quoi. Alors qu'en vrai, on a vu que c'est très lisse, tu vois. Ça s'estompe au fur et à mesure. Il n'y a pas une limite en disant 700 nanomètres je vois, 701 nanomètres je vois plus. Donc la représentation des couleurs qu'on voit là, à un moment on a mis des limites, mais en vrai il n'y a pas de limite, quoi. Donc voilà, ça c'est une sorte de moyenne qu'on a trouvée avec des expériences, mais effectivement, chacun voit différemment, quoi. Merci. Merci à vous.